comme chaque vendredi, eh bien, c'est la séquence l'actualité, le grand déballage. Le grand déballage, vous le savez, où on confronte les différents points de vue avec 3 sujets qui ont secoué la semaine, 3 sujets qui ont retenu notre attention, des influenceurs et une influenceuse qui est avec nous aussi, notamment des débatteurs donc qui vont venir parler et confronter leur point de vue. Alors, d'abord, je vous remercie infiniment. J'espère que vous passez un bel été, tranquillement. Le week-end se déroule assez bien. Nous allons démarrer donc cette émission avec 3 sujets. Je disais, d'abord, la violence faite aux femmes, avec évidemment, ça a secoué les réseaux sociaux, violence faite aux femmes, un fléau mondial, un fléau tout court, comment agir, quand évidemment, lorsque vous êtes victime de violences conjugales, par exemple. Et puis, la ministre Schiappa, qui a décidé donc de parler de tout cela et qui défend son bilan et qui va faire un espèce de Grenelle, vous savez, un Grenelle, bientôt, prochainement. Elle a annoncé le Grenelle du féminicide. Donc on va en parler tout à l'heure. Et puis le second sujet, c'est Bernard Tapie, avec un scénario improbable. C'est celui, 5 ans de combat, 5 ans évidemment d'acharnement, et Tapie est relaxé. Ça a surpris beaucoup de gens. Alors, scandale d'État ou pas, scénario évidemment inattendu ou pas, on en parle ici même. Et enfin, dernier sujet, Macron, le président Macron, Emmanuel Macron, se prépare-t-il déjà? Est-ce qu'il est déjà en campagne pour 2022? C'est la question qui est dans les esprits, déjà pour tout le monde. Eh bien voilà les sujets que je vous propose. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, avec nos débatteurs. Et la seule femme qui est avec nous, je la présente et je commencerai avec elle. Elle s'appelle Anna. Anna, bonjour. Oui, bonjour Adi. J'ai le droit de donner ton nom de famille aussi. Oui, bien sûr, Anna Guézard-Bouakaz. Voilà, Anna Guézard-Bouakaz, bienvenue, journaliste et présentatrice. Alors dis-nous tout, journaliste ou présentatrice ou, comme ça les auditeurs... Voilà, sache tout de toi. Alors, comme j'ai dit, je m'appelle Anna Guézard-Bouakaz, je suis d'origine algérienne. Je suis la fondatrice et j'ai dirigé le magazine DZ People, un magazine en Algérie durant 3 ans. Et je me suis installée en France. J'ai décidé de faire une reconversion professionnelle tout en restant dans les médias parce que je suis une passionnée des médias. On le sent. Et actuellement, je présente une émission sur IRM.radio intitulée Le Shot des cultures, dans laquelle j'invite des personnalités publiques, des acteurs, de différents domaines. Je présente aussi une émission sur Euromed News. Et je passe de temps en temps sur IDF1 pour des chroniques. Je fais des petites choses comme ça, à droite, à gauche. À droite, à gauche, j'aime bien, avec beaucoup d'humilité. Un petit, comme ça, de temps en temps, j'essaie de me placer. Exactement. Trac, je glisse. Et tu t'es glissé chez nous aujourd'hui. J'ai l'honneur et le privilège d'être avec vous aujourd'hui dans le grand déballage sur Beurre FM. C'est vraiment un bonheur pour moi. Et ben nous aussi, partagez. Je vous remercie. Partagez et vous reviendrez de temps en temps, de toute façon. Avec plaisir, sans hésitation. Bon, à vos côtés, un candidat sur la ville de Villetaneuse. Ça y est, il s'appelle Dionor Excellent. Pourquoi vous me regardez comme ça, Dionor? Non, parce que dans ton sourire, dans ton regard, ça pétille. Ah bon? Ben oui, ça pétille. Dans ton regard, ça déballage, oui, ça pétille. Bon, écoutez, tant mieux, non? L'été. C'est l'été qui arrive. Tout va bien. C'est déjà là. Transmet des ondes positives. Tout à fait. Tant mieux, non? On le dit, et même en l'écoutant. Mais merci Adil pour cette invitation fidèle. Je salue aussi mes co-débatteurs. Ah, moi je suis infidèle. Quand j'avais. Oui, ça, et puis vous savez quoi? Moi j'essaie de provoquer ce qu'on appelle l'identification auprès des auditeurs. Je vous promets, vous savez quoi, régulièrement il y a des auditeurs qui m'interpellent, soit sur les réseaux sociaux, soit par mail, etc., qui me disent oui, tiens, Dionor, oui, il a dit ça, je suis pas d'accord avec lui. Alors vous savez quoi? Je vais pas vous le donner parce que sinon ça va créer des rivalités entre vous. Mais moi j'ai un classement des débatteurs ici, grande gueule, et des gens qui sont vraiment... Gamal, ne me regardez pas comme ça. Vous faites partie des gens qui ont provoqué la polémique chez les auditeurs, Gamal Aminal. Mais bon, écoutez, le contraire aurait été bizarre. Non mais c'est vrai, Gamal est un des grands polémistes. Oui, ça ne m'étonne pas. En tout cas, je salue aussi les auditeurs et auditrices de Beurre FM, notamment le grand déballage, qui vous écoute aussi régulièrement à Villetaneuse, oui, la matinale et tout. Et ils ne changent pas non plus d'onde, ils restent connectés sur Mais je Beurre sais, FM, il y en a, ils sont là, ils sont connectés et tout. Tous celles et ceux qui ne partent pas en vacances ou qui partent, on les salue chaleureusement, sachez-le. Plus particulièrement sur la ville de Villetaneuse, mais aussi je sais que tout là où on est présent, partout en France, on les salue chaleureusement. Passez un bel été. Gamal Amina, comment ça va? Très bien, vous. Apparemment, tu provoques des débats. Oui, c'est vrai. Vous avez provoqué plein de polémiques. Il y a des auditeurs qui voulaient en découdre avec vous. Ils disent non, Gamal, attention, nous arrivons. Sur des sujets et tout. Mais tant mieux, non? C'est intéressant. C'est bien, c'est intéressant. Ça prouve que je ne laisse pas indifférent dans les avis tranchés. Bien dans le micro, hein. Ouais. Je disais donc dans les avis tranchés, ça prouve que je ne laisse pas indifférent les gens. Absolument. Parce qu'il faut des débats. Gamal Amina, qui est réalisateur, acteur engagé,
ONG, militant associatif, et puis qu'on retrouve régulièrement ici, évidemment, réagir à l'actualité. À vos côtés, eh bien, Philippe Nadji Bouriaki, bonjour. Bonjour. Comment ça va? C'est le strike. Il n'y a pas eu de faute sur mon nom. Ah, rien. Ça va très bien. Un zéro faute. Très bien. Ah, rien. Super. Politique. Et lui, il représente l'Europe Écologie Les Verts. C'est ça, Europe Écologie. Alors après l'affaire de Ventilo, à Orly, on en est où, Philippe Nadji? Bah écoute, je suis ravi d'une solution honorable que la municipalité a fini par prendre. Celle, voilà. Alors je le dis pour tous ceux qui veulent faire dans le futur. Vous avez deux solutions lorsque vous voulez faire un don à une école, qu'elle soit primaire, maternelle ou autre. C'est soit vous donnez à la caisse des écoles. Ah. Et là, c'est la municipalité en question. Par contre, la municipalité a un devoir équitable, et donc ça ne peut pas aller dans une école fléchée. Donc forcément, ça peut aller vers n'importe quelle école. Ça, c'est une premièrement. Et deuxièmement, il y a aussi la coopérative des écoles, la coopérative de l'école en question. Et donc, par conséquent, là, ça va directement vers l'école désignée ou fléchée. En tout cas, aujourd'hui, les ventilateurs sont à disposition des centres de loisirs de ma ville. J'en suis fort content. Bravo. Les ventilateurs tournent. Ça y est, ils tournent à plein pot. C'est-à-dire qu'ils sont bien aux normes, qu'ils sont bien sécurisés. Vous êtes passé au scanner. Et donc, on vous a vu partout dans tous les médias, mon pauvre, à défendre votre histoire de ventilo. Oui, même aux États-Unis, Philippe. Mais partout, aux États-Unis, aux Émirats Arabes Unis, au Maghreb, en Afrique. Un pote à moi m'a appelé, il était on a une star avec nous. La star d'Orly avec nous, vous savez. La star de l'été, il a ouvert la période. En pleine canicule, le mec, il a voulu faire. Et même sur Mars, ça se trouve, même sur Mars, non, mais l'objectif, c'est que c'est quoi votre surnom maintenant? L'homo ventilo. Ouais, c'est ça. Hashtag Ce qui est fort, c'est qu'avec un ventilateur, il a créé une tempête médiatique. Non, vraiment, j'étais surpris de la résonance médiatique, mais en même temps, sur une cellule de crise, on cochait 4 cases. Une qui était une crise sanitaire, la canicule, et pas des moindres, puisqu'on se rappelle qu'en 2003, il y a eu quand même 15 000 morts. Et puis l'autre, quelque chose qui touche aux enfants. Donc là, du coup, ça a explosé. Et c'était complètement ahurissant que le ministre de l'Éducation nationale qui décale le brevet et qui dit voilà, cohésion nationale, solidarité, générosité, système D, et puis l'inspection académique et aussi la municipalité, il faut dire la vérité, de concert, on dit bon le ministre il a dit on va à gauche, nous on va aller à droite. Et c'est ça qui semble complètement ahurissant, surtout lorsqu'il y a une situation de crise et d'urgence. Maintenant que on prenne des précautions pour savoir que le matériel est aux normes, je suis le premier à aller de l'avant, sauf que certains n'ont pas fait le distinguo entre le père de famille et l'acteur politique que je suis. Ça, c'est bien dommage. Eh bien, c'est bien dommage, effectivement. Ouais. Bon, allez, en tout cas, c'est une affaire qui a plutôt bien tourné, puisque les ventilos ont été accueillis avec beaucoup de joie auprès des enfants. Voilà, c'est le principal. Allez, on va parler, messieurs et madame, surtout, de ce premier sujet, la violence faite aux femmes. Et effectivement, des chiffres de référence sur les violences faites aux femmes, on en a aussi. Alors, finalement, la question que je pose, un fléau ou pas un fléau? Est-ce que finalement, on a affaire à une loi qui protège bien les violences contre les femmes? Qui veut? Tiens, la seule femme qui est avec nous. Justement, Anna. Évidemment que c'est un fléau, hein. C'est un problème réel. Le président de la République a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes une grande cause du quinquennat. Il prévoyait de lutter contre les violences faites aux femmes, mais lorsque le 26 juin, le collectif #NousToutes recense le 69e féminicide, on comprend que le problème persiste et que les mesures qui ont été prises par Madame Schiappa. Voilà, Madame Marlène n'ont pas été suffisantes et efficaces. Les 5 mesures en 2018, parce que le chiffre n'a cessé d'augmenter et que en 2019, il y a eu 73 décès malheureusement. Les militantes sur le terrain dénoncent l'action du gouvernement, notamment celle de Madame Marlène Schiappa, et tweet je cite, Emmanuel Macron, des femmes meurent sous nos yeux, nous demandant de mettre en place un plan d'urgence. Et ce qui a rajouté l'huile sur le feu, si vous me permettez l'expression, bien sûr. C'est la comédienne Eva Darlan, lorsqu'elle était invitée sur Europe 1 samedi matin. Elle a vivement critiqué la politique menée par le gouvernement et par la ministre Marlène Schiappa. Pour lutter contre les féminicides, elle a traité de menteuse, entre parenthèses. Et Madame Marlène a tenu à se défendre sur la même radio, en répondant alors elle était vraiment agacée, on la sentait par ses critiques. Elle a dit jamais je n'ai dit qu'en France nous étions en pointe sur la lutte contre les féminicides. Ce n'est pas le cas et je ne l'ai jamais dit. J'ai dit que nous étions en pointe sur la place des femmes dans la gouvernance des entreprises grâce à la loi Copé.
Zimmerman, dont je n'ai pas la responsabilité. Je veux bien qu'on se batte ensemble contre les féminicides, mais cette espèce de manière de pointer le gouvernement alors qu'il travaille au contraire avec les associations, ça m'agace profondément. Je vous kiffe, Anna. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que vous venez de faire quelque chose de particulier dans le grand déballage. Vous n'êtes pas débattrice, là, vous venez comme si vous étiez la chroniqueuse de l'émission, de me faire un petit billet, la journaliste, un petit billet, évidemment. Et ben, on peut l'applaudir. Non, mais c'est bien, elle vient de me faire un petit topo, comme ça m'a évité. Mais non, mais c'est très bien dit. On fait un petit tour de table. Non, mais c'est vrai. Je suis sérieux. Non, mais c'est bien. Tour de table. Alors, violence faite aux femmes. Violence faite aux femmes, oui. Ce rappel par Anna. Oui, c'était important. Ce rappel est important. On voit bien que la ministre. Tout à fait. Elle rame quand même, hein. Oui. Ce rappel est important parce que c'est la parole publique. On parle quand même de ministre, on parle du président, on parle de personnalités quand même publiques qui prennent des décisions. Moi, il y a 3 aspects qui m'a semblé vraiment importants sur ce sujet. C'est déjà les chiffres. Aujourd'hui, on est sur 219 000 femmes qui sont victimes, ce qui a été recensé par l'Observatoire de la violence et notamment par l'INSEE. Il y a eu des statistiques qui montrent réellement ces chiffres. C'est 219 000 femmes aujourd'hui sont victimes, victimes de violences physiques ou sexuelles de leur conjoint ou ex-conjoint. Un autre chiffre qui est effarant, d'ailleurs Anna l'a rappelé, c'est les 75 à 74 femmes tuées 76, voilà. En 2019. Déclarés, relevés, parce qu'il pourra avoir plus. Ont été tués par un conjoint ou un ex-conjoint. Donc c'est un chiffre effarant. Absolument. L'autre chiffre qu'on peut aussi associer à ces chiffres, ça veut dire que il y a une femme meurt tous les 2 jours. Donc c'est un phénomène qui est inacceptable, qui nécessite justement la parole publique, mais surtout l'action publique. Un autre élément qui est important, c'est de dire qu'aujourd'hui, oui, c'est un sujet qui a émergé dans l'agenda politique. Pourquoi? Parce qu'on parle maintenant de féminicide et on est tous d'accord que c'est pas un terme qu'on utilisait, on parlait de violence conjugale. Là, le terme féminicide a émergé dans l'opinion publique qui est mobilisée. Et je salue justement le travail qui a été réalisé par les féministes, justement par tout le mouvement féministe que je soutiens pleinement, qui a fait émerger ces choses. Parce que cette situation s'inscrit aussi dans la domination masculine. Et bien souvent, c'est un terme qui peut paraître barbare, mais oui, il y a une réelle domination masculine dans nos sociétés dites occidentales où il nous a semblé vouloir sauver des fois les femmes venant de d'autres régions du monde. On s'est toujours soucié des inégalités hommes-femmes, mais en France, même dans notre pays, oui, ce problème d'inégalité, de domination masculine persiste. Il y a un autre aspect aussi qui est important. Oui. Il faut rappeler, c'est que aujourd'hui, on a décidé qu'il y aurait un Grenelle. Grenelle, oui, je finis sur cet aspect. Grenelle, tout à fait, les féminicides. Alors, Grenelle, oui, parce qu'il est important, on parle de parler de ces problèmes et d'apporter des solutions. Maintenant, les personnes qui sont concernées, ces femmes, premièrement, attendent des solutions concrètes. Aujourd'hui, il faut aller vers plus de places d'hébergement pour des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Il faut aller aussi vers une autre façon de former aussi pour les dépôts de plainte, pour mieux recevoir les dépôts de plainte. On peut prendre un exemple. En Espagne, depuis 2000, justement par rapport à la France, si on compare, le taux de féminicide est 2 fois inférieur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des mesures drastiques, notamment des systèmes de bracelets électroniques où on surveille l'agresseur potentiel pour mieux protéger la victime potentielle. Donc il y a des mesures concrètes qui peuvent être prises. Donc le pouvoir public a cette responsabilité. Ce drame est mis à l'agenda politique. Maintenant, il faut des réponses concrètes pour apporter des solutions concrètes. Tour de table. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Gamal Amina et ensuite Philippe. Il y a juste le mot féminicide sur lequel je vais discuter dans une minute. D'abord, pour commencer, il faut être très clair. Quand on insulte une femme, c'est une violence. Quand on la viole, évidemment, il y a un viol toutes les 7 minutes, c'est une violence supplémentaire. Quand on la tue, c'est le sommet de la violence. Mais surtout, il faut se rappeler que c'est tellement facile de frapper une femme, puisque le rapport de force est forcément favorable à l'homme pour des raisons de masse corporelle musculaire. Et il faut appeler l'homme qui tue ou qui frappe sa femme ou qui l'insulte un lâche. Il faut commencer par le Absolument, je suis tout à fait d'accord. Ça s'appelle de la lâcheté. Ça s'appelle pas un héros, c'est un lâche qui souvent est démissionnaire dehors, qui a peur dehors et qui se défoule sur sa femme parce que c'est un frustré. Exactement. Donc il faut être très clair là-dessus. C'est bien dit, Gamal. Donc que ce soit le mari ou l'ex-conjoint pour des raisons de jalousie ou d'obsession, je ne sais quelle raison qu'il va trouver pour essayer de justifier une barbarie, ça s'appelle de la lâcheté. Ça, c'est la première des choses. Vous me permettez, Gamal, je vais devoir juste écourter vos propos, mais vous allez les récupérer tout de suite après. Non, c'est pas ça. C'est parce que je suis obligé de lancer la pub. Ah, d'accord. La pub, je lance la pub et on se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous. Pub et on se retrouve dans l'actualité, le grand déballage.
Si vous venez de nous retrouver, sachez-le, bienvenue. C'est le grand déballage d'actualité, le grand déballage avec donc Anna Guezard-Bouagaz, avec Dionor Excellent, avec Gamal Abina et enfin avec Philippe Nadji Bouriaki. Je vous laisse. Je vous avais promis que vous alliez récupérer vos propos concernant donc ce Grenelle et puis la violence faite aux femmes. Gamal Abina. Alors ensuite, le terme féminicide qui vient d'apparaître n'est pas un terme qui est récent. Il est de 76. Il a été créé par Diana Russell. C'est un terme très engagé politiquement qui me paraît, alors dans le fond intéressant parce que c'est comme l'infanticide. Par exemple, la femme qui était tuée avec son enfant, il y a féminicide, infanticide. C'est une combinaison des deux. Mais surtout, ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que malheureusement, c'est un terme qui a une connotation qui est pas bonne dans la mesure où il prétend qu'on tue une femme parce qu'elle est femme. Non, on ne tue pas une femme parce qu'elle est femme. On tue une femme parce qu'elle est faible. Mais c'est ça la question qui se pose. Et aujourd'hui, consacrer un terme, et c'est là où Marianne Schiappa est contente parce qu'elle croit qu'elle a une victoire là-dessus, qui n'est pas une victoire en somme. Consacrer ce terme-là ne suffit pas. Le problème vraiment qui se pose à mon sens, c'est la question de la gestion de la violence faite aux femmes au commissariat. Parce que quand une femme est agressée par son ex-conjoint ou son conjoint, elle va au commissariat, elle tombe sur quoi? Sur un homme. Déjà, il y a un énorme problème. Une femme ne doit pas tomber sur un homme dans le cas de viol ou dans le cas de violence qui lui est faite. Il faut envoyer une femme face à une femme parce qu'elle va appréhender les choses avec beaucoup moins de condescendance. Il y a toujours ce rapport un peu de complicité qui est entre les hommes et les femmes, qui n'existe pas de femme à femme ou qui existe peu. Confiance. Oui. Voilà, mise en confiance, un rapport un peu plus sain. Quand une femme a été violée par un homme, une autre femme qui entend ça, elle le comprend. Ensuite, deuxième chose, c'est qu'il faut faire en sorte que les plaintes soient prises. Et le problème du commissariat, c'est qu'ils prennent pas ça au sérieux. Quand une femme dit « je suis menacée, j'ai peur », il y a toujours ce rapport de prévenance et le policier lui dit quoi? Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites qu'ils prennent pas au sérieux? Parce qu'ils demandent des mains courantes. C'est-à-dire que ça rentre pas dans les statistiques. On prend pas ça au sérieux dans la mesure où ils disent « vous en faites beaucoup. Bon, on en passe ça tous les jours. Bon, c'est pas très grave, bref. » Après, il y a beaucoup de femmes qui retirent leur plainte aussi, malheureusement. Par peur. Oui, par peur. Mais la motivation au départ, c'est quoi? C'est de se dire, quand on va au commissariat, on doit avoir quelqu'un en face qui comprend. Pas quelqu'un qui vous rejette. Quand on demande une main courante, c'est juste une étape pour dire attention, on fait un signalement. Sauf que il faut une plainte. Mais ce n'est pas le policier qui exige la main courante, c'est le choix de la personne qui se présente. C'est tout. C'est le policier, ça j'ai vu une fois, qui encourage la personne parce que ça prend du temps. Mais ce que dit Anna, c'est non, sincèrement, c'est vraiment le policier qui décourage les gens de faire une plainte parce que c'est du boulot pour eux. Parce qu'une plainte, ça veut dire un dossier, ça veut dire une instruction, ça veut dire une suite. Alors qu'une main courante, c'est juste un signalement qui paye rien du tout, ça leur coûte pas. Donc le problème, c'est la gestion par la police. Parce que les lois, elles existent, elles sont très dures en France sur la violence faite aux femmes. Mais pour appliquer une loi, il faut qu'il y ait une instruction, il faut qu'il y ait un parquet qui soit saisi. Il faut qu'effectivement la police fasse son travail de protecteur vis-à-vis de cette femme qui est seule. Souvent seule parce que elles n'ont pas forcément des frères qui vont les aider, des amis, elles n'ont pas forcément un système qui va les protéger. Et le type qui va les agresser, lui, par contre, il est très déterminé. Oui. Donc ce rapport-là, il faut en prendre en considération. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est bien beau de faire des effets d'annonce. Le énième Grenelle de je ne sais quoi, féminicide, c'est ridicule. La seule chose qu'il faille mettre aujourd'hui en place, c'est un dispositif qui soit appliqué par la loi et la police qui doit appliquer cette loi, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. C'est un sujet très sensible. Alors, on n'a pas écouté Philippe Nadji Bouriaki. Alors sur la question. Alors sur la question, elle est très simple. On ne peut être que d'accord avec ce qui a été dit au préalable. C'est vrai que Dionor, il a eu raison de... Bien dans le micro. Dionor a eu raison de rappeler ces fameux chiffres, parce que il y a 130 morts féminicides par an, mais il y a 219 000 victimes de violences physiques, psychologiques, verbales. Sur ces 219 000, il y a 154 000 de violences uniquement physiques, 32 000 de violences uniquement sexuelles et 33 000 de violences physiques et sexuelles. Quand on a mis tout ça en bout à bout, la vraie histoire, la vraie réponse à donner, elle est bien évidemment ce Grenelle. Mais je rejoins Gamal, si c'est un Grenelle qui finit par un rapport, qui finit sur un bureau et qui finit à la fin, in fine dans la poubelle, ça ne sert à rien. La seule prévention, c'est l'éducation. Et l'éducation, elle commence dès la petite enfance. Donc finalement, la loi protège mal alors, la loi? Non, la loi protège. Sauf que si tu éduques les gens dans la violence, ils deviendront forcément violents. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. L'éducation est importante, mais l'exécution de la loi aussi doit aussi... Évidemment, je vais développer juste après. Mais si dès le départ, tu apprends aux petits garçons qui vont devenir des hommes plus tard, qu'une femme, c'est l'égal d'un homme. Si en plus, ils voient au quotidien les femmes arrêter d'être brimées ou arrêter d'être considérées comme quelque chose de vraiment secondaire. Je prends un exemple. Dans les publicités, lorsque tu vois une femme, elle a plutôt un rôle malheureusement de potiche et de mettre en valeur un véhicule plutôt que quelqu'un qui a le pouvoir. Lorsque tu vois dans les conseils d'administration, il n'y a pas de femmes. Quand tu vois que l'inégalité salariale, elle est réelle, qu'est-ce qu'on envoie comme image à ces futurs adultes? C'est dès le départ. Si tu leur apprends que une femme, c'est l'égal d'un homme. Et moi, j'irai encore plus loin. Moi, j'étais élevé par une femme féministe et elle te dit qu'une femme, ça peut pas être l'égal d'un homme parce qu'on fait bien plus de choses que vous. Et le porter un enfant et le donner, c'est bien supérieur. Lorsque, dès le départ,
on a cette notion de non, les poupées c'est pas réservé pour les filles. Moi, tu verrais ma fille à moi, elle joue aux voitures. Elle joue aux voitures, elle joue au pistolet, elle fait du judo, elle fait du karaté. Et pourquoi vous jouez aux voitures aussi, Anna? Bah oui. D'accord. Maintenant, Gamal, il a mis le doigt sur ce qui se passe au commissariat. Mais ce qui se passe au commissariat n'est que la conséquence de décisions politiques. Si tu ne mets pas les moyens à la justice, les moyens de prendre en charge dès le départ. Dionor a parlé de cette fameuse protection et en tout cas de mise en sécurité des femmes. Mais j'irai même encore plus loin. Moi, je suis favorable à un système à l'américaine, tu sais, sur la fameuse protection des témoins. Il n'est pas normal qu'une femme agressée, violentée, puisse se retrouver nez à nez avec son agresseur. Il n'est pas normal que cette personne ne soit pas mise en éloignement d'office. Mais c'est très compliqué lorsqu'il y a des enfants, malheureusement. Moi, je voudrais vous parler d'un pays fascinant. Dans le monde arabe, le modèle tunisien est un modèle fascinant. Le pays est considéré comme un pionnier en matière de droits des femmes. En juillet 2017, ils ont adopté une loi qui pénalise toute forme de violence faite aux femmes. Il s'agit d'un des textes de loi les plus avancés dans le monde en la matière. Concrètement, cette loi permet aux femmes de demander au tribunal une ordonnance de protection contre leurs agresseurs sans même passer par une plainte au pénal ou une requête en divorce. On est dans un pays musulman. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, ces ordonnances peuvent exiger que l'auteur présumé de violence quitte le domicile ou se tienne à distance de la victime. Le texte prévoit une assistance juridique et psychologique aux victimes et instaure des programmes spécifiques pour ancrer le principe des droits humains et de l'égalité entre les genres dans l'enseignement. Dès le jeune âge, vraiment, dans les écoles. Tu te rappelles de cette polémique avec Najat Vallaud-Belkacem lorsqu'on a parlé de l'égalité des genres? La polémique montée par l'extrême droite et la fachosphère, qui a voulu passer la patate chaude en disant oui, en fin de compte, c'est les islamistes derrière qui sont ça, qui ne veulent pas cette histoire. Eh ben, cette égalité des genres, ça veut dire qu'une femme est l'égale d'un homme. Mais je voudrais aussi, pour finir mon propos sur l'éducation, il est aussi, dès le départ, l'éducation de la donner aux filles, leur dire que frapper, ce n'est pas aimer. Ok, et que dès la première violence, il faut une plainte immédiate. Et dès la première violence, même si vous aimez le conjoint avec qui vous êtes, eh ben il faut vous en séparer. Et là, on doit tous avoir notre. Si vous permettez juste une dernière idée, chez nos voisins tunisiens, le retrait de la plainte n'arrête plus les poursuites, ce qui fait que ça ne devient plus une affaire privée, mais une affaire d'État. Effectivement. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, tout est dit globalement. Je suis obligé d'avancer, mon cher Dionor Excellent. Vraiment, contrainte de temps, tout simplement, si on veut traiter tous les sujets. Je veux passer à ce sujet. Bernard Tapie. Bernard Tapie et sa lutte pendant des années. Bernard Tapie qui, évidemment, se bat avec beaucoup d'acharnement. Et puis, Bernard Tapie, vous le savez, 5 ans de combat. Et puis, sa maladie. Sa maladie, évidemment, qui l'a frappé, touché de plein fouet. Alors, relax, surprise pour Bernard Tapie ou pas du tout? Gamal Abina. Alors, c'est vrai que c'est quand même inattendu. Alors, scénario quand même complètement improbable. Je sais pas si c'est improbable parce que là, aujourd'hui, Bernard Tapie fait figure de... Alors, relax, surprise. Non, pour moi, elle n'est pas surprise. En réalité, la femme qui a rendu sa décision semble l'avoir rendue en son âme et conscience. Alors, scandale d'État. Pas la femme, le juge principal. Alors, scandale d'État. D'ailleurs, 80% des juges sont des femmes aujourd'hui, faut le rappeler. Il y a une féminisation et c'est très bien. Mais ce que je veux dire, non, c'est pas un scandale d'État, c'est que Bernard Tapie a eu un cancer assez violent qui a métastasé. Donc aujourd'hui, il est quasiment en phase terminale. Tout le monde le sait. Je veux dire, la dernière fois qu'il est apparu à la télévision, il avait déjà les cordes vocales qui étaient très impactées par sa maladie. Il est probable que si on le condamne, ça ferait figure d'un acharnement face à un homme en train de mourir, tout simplement. Donc je pense qu'il y a quand même... Vous pensez vraiment, Gamal Abina? Je pense vraiment, non, sincèrement, je pense vraiment que le jugement a été rendu avec des éléments qui n'étaient pas tous à charge, c'est vrai. Et qu'en même temps, la juge se dit, bon, on va pas continuer à taper sur ce bonhomme, c'est bon, on a compris le message. De toute façon, chacun a une responsabilité dans le dossier, que ce soit le Crédit Lyonnais, que ce soit les différentes personnes. C'est intéressant ce que vous dites. Attendez, je vais faire un tour de table, parce que franchement, là, vous avez quand même mis le doigt, évidemment, là où c'est un peu explosif ce que vous venez de nous dire, hein. En gros, moi, je pense que on va être indulgent. La juge, elle a parlé avec le cœur et pas le cerveau. Non, pas du tout. Je dis que le dossier n'est pas aussi tranché que ça, et que je pense que la juge se dit, bon, on va pas continuer à s'acharner, tout simplement, le type est en train de mourir. Dionor Excellent. En fait, ensuite Anna, et ensuite Philippe. En fait, il y a la dimension symbolique. C'est vrai que ça fait quand même longtemps que cette affaire dure. On peut voir aussi que par rapport à la situation actuelle de Bernard Tapie, oui, très affecté par sa maladie, certes, mais cette procédure montre aussi la complexité aussi de notre système juridique, parce que il y avait une affaire qui était au civil,
On a vu que bon, là il a perdu civil, là on part en correctionnel et là il peut repartir limite avec ses 400 et quelques millions, en sachant que il y avait pas que Bernard Tapie qui était mis en cause, il y a aussi Christine Lagarde qui était mis en cause, qui elle pour le coup n'a pas fait appel. Elle aurait pu faire appel parce que Bernard Tapie a fait appel de la décision qui était en civil, qui a été condamnée, mais pour négligence, sans aucune peine. Oh, mais c'est un coup de tonnerre quand même dans cette histoire. Pour revenir, je suis désolé de le dire à Gamal Abidin, justement, mais c'est vrai. Tout le monde a parlé d'escroquerie, tout le monde a parlé évidemment dans cette affaire d'arbitrage. Justement. Avec les 400, 3 millions d'euros. 403 millions, tout à fait. Donc pour revenir, il n'y a pas que quand même d'un coup de tonnerre. Tout à fait. Il n'y a pas que Bernard Tapie qui est en jeu dans cette histoire. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, malgré cette décision, le parquet envisage de faire appel. Donc c'est-à-dire que cette histoire n'est pas vraiment terminée. Et c'est vrai que la situation. C'est quand même une victoire pour Tapie. Oui, c'est une victoire pour lui par rapport à la bataille qu'il a menée, notamment par rapport à son état actuel. Mais aujourd'hui, notre système juridique fait que cette histoire n'est pas terminée. Et c'est vrai que pour Bernard Tapie, c'est une victoire. Pour la justice, c'est vrai que on peut se dire c'est complexe. Pour l'opinion publique aussi, on se dit mais où sont passés ces 400 milliards d'euros, ces millions d'euros? Ce n'est pas rien. Et aujourd'hui, je pense que c'est vrai que la situation de Bernard Tapie, là je suis d'accord avec Gamal, a pu quand même la justice a pu peut-être faire preuve d'indulgence en sachant que pas du tout. Alors ça peut revenir écoutons sur Anna Guezard-Bouaccaz. La maladie de Bernard Tapie, d'après les professionnels qui se sont exprimés sur le sujet, n'a pas du tout affecté le jugement. Parce que déjà, ça s'est passé dans un tribunal, c'était une cour correctionnelle. Et puis qu'est-ce que vous avez perdu le fil? J'ai perdu le fil. Oui. Ah ben allez-y, je vous en prie. Donc sur Bernard Tapie, voilà. Tonnerre ou pas? L'opinion publique, en tout cas, est partagée entre des gens qui, entre ceux qui sont pour Tapie, voilà, ceux qui sont les pro-Tapie et les anti-Tapie. Ouais. Exactement. Et puis et il faut pas oublier que Tapie est considéré pour beaucoup comme un héros, l'héros français. C'est surtout ça. La vérité, elle est là. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une génération. Mais c'est vrai, Gamal. Moi, j'ai entendu dire, par exemple, en prenant un café dans les différents bistrots, commenter l'affaire justement hier sur l'histoire. Et elle a raison, Anna. Elle met le doigt là. C'est-à-dire que c'est un héros, qu'on le veuille ou non, ça a été pour beaucoup de gens encore quelqu'un qui fascine. Voilà. Je vais être méchant. Allez-y, soyez méchant, je donne la parole à Philippe. Pétain, c'était le héros de 14-18, Pétain, c'est pas le héros de 39-45. Je tape fort, pourquoi? Pour dire quoi? Pour dire que Tapie a pu être un héros à une époque où on le prenait pour le Golden Boy, le beau chanteur qui nous racontait son histoire il aurait voulu être un artiste. Ouais. Mais en réalité, Tapie, c'est quand même un homme d'affaires, et les hommes d'affaires, ils font pas dans la dentelle. Et juste pour finir. Oui. Et puis, il y a une chose qui est claire, faut pas rêver, ça coûte de l'argent, une procédure légale. Exactement. Et quand un juge dit, cet homme, et on le sait, va bientôt mourir, on ne condamne pas un mort. Une fois que le mort est mort, l'affaire est enterrée. Donc pourquoi s'acharner? Il y a un poids dans la balance. C'est pas par humanisme seulement qu'elle le fait, c'est pour des raisons simples. C'est qu'elle sait très bien que de toute façon le terme, ce sera le décès de M. Tapie. Donc je vois pas l'intérêt de continuer. Enfin, le décès, on sait pas. On lui souhaite longue vie. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est vous l'aurez tranquillement. Après, on n'est pas médecin, on n'a pas un bilan de l'état de santé de M. Tapie. On lui souhaite longue vie parce qu'il y a des personnes aussi qui se remettent aussi de maladies même. Voilà, c'est son combat. Et en fait, ces deux combats, on peut pas nier que ces deux combats sont quand même aussi liés. Il y a la dimension symbolique et il y a aussi cette dimension qu'aujourd'hui cette affaire n'est pas terminée et on peut avoir aussi des rebondissements. Monsieur Tapie a eu un parcours similaire à celui de Monsieur Berlusconi. Voilà, c'était un homme, un homme d'affaires, un politicien, il aime le pouvoir de l'argent, le pouvoir économique, le pouvoir des lumières, en étant toujours... il a été présentateur, acteur, chanteur, on l'a vu... Ministre, voilà. Un couteau suisse. Ouais. Et puis là, je pense que... Président de l'OM. Ce feuilleton a duré assez longtemps, il a duré 25 ans, ça coûte de l'argent à la France, comme monsieur vient de le citer. Et puis le plus grand combat de monsieur Tapie, c'est de combattre la maladie. La maladie. Allez, on se retrouve justement dans une poignée de minutes et on va entendre et on va écouter. Je lui laisserai la parole tranquillement à Philippe Nadjib Bouriaki. Promis, juste après la pause pub, on se retrouve dans une poignée de minutes. Restez avec nous. 8h, 9h, l'actualité. Le grand déballage avec Adil Farkan sur Beurre FM. Bonjour à tous
tous à celles et ceux qui viennent de nous retrouver. L'actualité, le grand déballage avec Anna Guézard-Boagaz, avec Djonor Excellent, avec Gamal Abina et enfin avec Philippe Nadji-Bouriaki, à qui je donne la parole, promis, concernant l'histoire de l'affaire Tapi qui a été relaxée donc il y a quelques jours. Alors, chapeau l'artiste. Bravo Nana. Moi, pourquoi j'entends les critiques qu'on puisse faire à Bernard Tapie. Je voudrais juste rappeler la genèse. La genèse, c'était un petit gamin des rues de Marseille qui vendait des beignets sur la plage, puis qui est devenu vendeur porte à porte et qui a réussi. Alors c'est vrai, j'entends lorsqu'on fait des affaires, des fois on fait pas dans la dentelle. Je voudrais rappeler, même si les détracteurs et souvent des rouges anticapitalistes disent oui, mais il a licencié des gens, il a repris des boîtes qui étaient en train de fermer. Alors on a le choix, soit on vire 400 personnes, soit on en sauve 200, ça dépend. C'est juste des rayons, mais ils ont tout coulé. Non, mais là, d'accord. Mais faut dire la vérité que le type, d'accord, il aime les paillettes, d'accord, il aime les flashs. Mais ça a été un homme de challenge. C'est un homme qui est aimé. Moi, je vous invite à aller à Marseille. C'est un combattant. À Canebière. Vous allez voir ce qu'ils vont vous dire les gens. Il l'aime. Et moi. Mais ce que dit Anna, elle a raison. Il est vraiment aimé. Je vous promets. Il a été acclamé là dans le quartier. Au stade. Il a été vraiment acclamé par les foules lorsqu'il a déclaré. Absolument. Tu viens à Orly, tu viens dans nos quartiers et tu vois ce qu'ils vont te dire. Oui, c'est un modèle de réussite d'un gamin qui n'avait rien. Il aurait même fait don de ventilateurs des écoles à Orly. Je pense que évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la genèse de l'affaire, c'est quoi? C'est que Tapi, lorsqu'il est devenu ministre de la ville sous Mitterrand en 91, il a dû. C'est du Gamal, vous inquiétez pas. C'est pas grave. C'est du Gamal Abina, c'est sa signature. Il a dû laisser tomber les affaires. Allez-y. Il a dû lâcher ses affaires. Et donc, il a confié au Crédit Lyonnais la vente d'Adidas. La vente, normalement, prévue à 2 milliards d'euros. C'est ce qui était prévu. Sauf que le Crédit Lyonnais lui fait une belle entourloupe, le vend 3 milliards 7, et se garde au passage le 1 milliard 7. Donc là, il a estimé qu'il a été floué, et l'affaire, donc, démarre depuis 25 ans. Donc, il y a eu toute une procédure. Là où ça s'est compliqué, là où il se retrouve aujourd'hui en correctionnel, et il a été relaxé. Et son avocat le dit très bien, maître Hervé Temine, il n'y avait rien dans le dossier. Le dossier était vide. On n'a pas jugé et on n'a pas été clément parce que le type a un cancer. C'est faux. Le dossier était vide. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2007, lorsque Sarkozy est arrivé au pouvoir, effectivement, en 2008, ils ont nommé ce tribunal arbitrage, pour définir s'il y a eu ou pas une chiponnade, si on peut le dire comme ça, sur cette affaire. Alors effectivement, Christine Lagarde a été condamnée dans cette histoire de négligence. On parlait quand même de 400 millions d'euros plus 45 millions d'euros au titre du préjudice au couple Tapi. Et là-dedans, le tribunal, là, aujourd'hui correctionnel, a été clair, il a montré son indépendance totale. Il faut dire la vérité. Si Tapi n'avait pas fait de la politique, s'il avait fait de l'ombre à Rocard, à Jospin et aussi bien aux gens de droite, il n'y aurait jamais eu ce qui s'est passé. Il y a eu un acharnement Il y a eu un acharnement des deux côtés. Alors d'accord, c'est pas un tendre lorsqu'il a fait des affaires. D'accord, il a peut-être fait des choses de travers ou mal. Tu as raison sur les balances tiraillons, etc. Mais il faut dire aussi que ça a été un homme qui a propulsé, qui a créé une école de business qui était reconnue internationalement. Et le jour où ils ont commencé à vouloir le défoncer politiquement, tout le monde lui crachait dessus. Les mêmes qui lui crachaient dessus aujourd'hui applaudissent à deux mains cette belle victoire. Et moi, j'ai qu'une chose à dire à tous mes amis marseillais qui l'aiment énormément. Bravo Nanar, bravo monsieur l'artiste, grand respect. Et d'ailleurs, je le citerai. Il a dit on voit que vous êtes fan. Bien sûr, évidemment. Il a dit mon cancer vient de. Écoute bien, mon cancer. Mais il parlait pas de sa maladie. Il parlait de ceux qui ont voulu le tuer politiquement. Tu te rends compte que ce type-là, il a été humilié. On lui a tout enlevé. On a vu sa spoliation de ses biens. Alors, on peut dire oui, il avait des hôtels particuliers. Faites pareil, les mecs. Ils ont sali sa réputation aussi et celle des autres avec tous ces procès. Comme quoi, il faut toujours se battre. Il a déclaré à son magazine La Provence. Ça pour l'artiste. Il me reste peu de temps. Bon rétablissement. Peu de temps. Je vais faire. Vous m'excuserez. Un tour de table concernant donc Macron. Macron, un mot sur le président Macron. Est-ce qu'il n'est pas en train de préparer déjà, évidemment, 2022? Tour de table. Djonor Excellent. Ça nous paraît tous évident ici présent que le président Emmanuel Macron, bien sûr, prépare comme tous les présidents de la République qui ont souhaité se présenter à un deuxième mandat, et c'est la Constitution qui le permet. Sauf certains n'ont pas été réélus à François Hollande, ou se sont pas présentés, ou Nicolas Sarkozy qui n'a pas été élu, parce que voilà, aujourd'hui la Ve République le permet, et
Le contexte politique en France aujourd'hui le permet. Qu'on voit la situation des autres formations politiques, c'est une évidence que ça lui laisse un espace pour le faire. Et on peut regarder aussi les résultats des élections européennes. Faire court laisse quand même une perspective, montrer qu'aujourd'hui la personne qui semble pouvoir faire face au Rassemblement national, c'est Emmanuel Macron. Donc c'est d'une évidence. C'est une évidence si il y a une réelle force de gauche qui se rassemble pour proposer une alternative. Mais aujourd'hui, oui, c'est une évidence que, oui, il est en campagne, il l'a d'ailleurs toujours été, je le pense, et on le voit. J'ai 1 minute chacun. Et les élections municipales montreront vraiment cette dynamique. Jusque-là, il a laissé planer le doute en déclarant lors de la conférence de presse tenue à l'Élysée le 25 avril dernier « Je me fiche de la prochaine élection, je veux réussir furieusement et passionnément ce mandat ». Bien qu'il programmait certains chantiers à l'horizon de 2025. C'est dans la nature même des hommes de pouvoir, lorsqu'ils l'ont conquis, ils n'en cessent de le conserver. Et puis, selon plusieurs médias français, le président de la République actuelle a conçu son action sur 10 ans. Emmanuel Macron n'est pas serein. 6 mois après la crise des Gilets jaunes, la sortie du grand débat et le crash test européen passé, le locataire de l'Élysée peut à nouveau se projeter sur les futures élections. Dans l'entourage du chef de l'État, les fidèles conseillers planchent sur une future stratégie de campagne, tandis que d'autres relancent les réseaux. Une cellule a été formée, chargée de rappeler des donateurs afin de constituer des fonds pour une prochaine campagne. Le décor est planté là, hein, par Anna. Ouais. Non mais tout est dit. Non mais c'est vrai, c'est clair. Non mais c'est évident que Macron, dès qu'il arrive au pouvoir en 2017, il se projette sur 10 ans, il se projette pas sur 5 ans. Et qui veut pas faire Chirac, qui veut pas faire Mitterrand, qui veut pas doubler à chaque fois la mise. Le mandat présidentiel, il est possible 2 fois de suite, c'est ça la Constitution. Ouais. Donc Macron, quand il se projette pas sur 5 ans. Et surtout, il a atomisé la vie politique française. Tous les partis ont été liquidés. Il est vraiment très confortablement installé parce qu'en plus, le seul parti qui s'oppose à lui, c'est le Front National. C'est le Front National. Donc s'il se présente à la prochaine élection, le fameux barrage républicain va être mis en place et celui qui passera comme une lettre à la poste. Il n'y a aucun doute là-dessus. Macron, il est effectivement en campagne. Et enfin, Philippe Nadji. Macron est effectivement en campagne pour 2022. Et je suis pas d'accord avec l'analyse de dire le seul à être le rempart en face. C'est le qui parle. Non, mais c'est la vérité. Parce que je l'ai dit sur ton antenne. Entre l'arnaque libérale et le hold-up populisme, il y a une troisième voie qui s'appelle l'écologie. D'ailleurs, Yannick Jadot l'a démontré cette semaine avec Delphine Bateau, avec Jean-Marc il prêche pour sa paroisse. Mais non, mais c'est la vérité. Non, mais c'est vrai en plus. C'est ce que je disais. Et vous allez voir si et seulement si. Cette semaine à Ivry, la famille écologiste s'est réunie autour de Sabrina Sebaï pour la candidature à Ivry de l'autonomie de l'écologie. Je veux dire la chose suivante. On parle des présidentielles. Vous nous ramenez au municipal. Mais vous allez comprendre pourquoi. Philippe Nadji. Brune Persson. Laissez tomber votre casquette locale. Mercredi. Pour son projet de loi. Vous êtes tous au courant du projet de loi de Brune Persson, qui est celle de la loi de l'économie circulaire et contre le gaspillage. Mais en vérité, ils sont en train de faire des mesurettes pour essayer de quoi? De capitaliser et d'essayer d'arracher, maintenant qu'ils ont siphonné la droite, qu'ils ont siphonné ce qu'ils pouvaient sur les sociodémocrates, la prochaine victime qu'ils veulent faire, mais là ils vont avoir un vrai rempart, c'est celle des voix des écologistes. Mais si on veut réellement faire de l'écologie, comme Macron aujourd'hui est devenu le grand géant vert, on lutte réellement, hormis de mettre uniquement des consignes pour récupérer les bouteilles en plastique, on lutte pour qu'il n'y ait plus de plastique. Parce que le plastique n'est pas recyclable à l'infini. Alors qu'à la différence, et c'est ce que propose Yannick Jadot, les consignes en verre. Vous vous rappelez, quand on était petits, on avait tous posé nos consignes en verre. On lutte contre le diesel qui tue 45 000 personnes par an. Mais il est en train de faire un virage vert. Oui, non, il fait des mesurettes. Il est en train de faire un virage à gauche, un virage à droite. Ça, c'est bidon. Là où je suis d'accord avec toi, c'est vrai que sur le projet écologique, là, il est en panne. Parce qu'on a vu le départ de Nicolas Hulot. L'importation de l'huile de palme qui fait la déforestation en Il était là. Merci, messieurs et madame. Merci à Anna, Guézard Boakaz. Merci, vous reviendrez. Avec plaisir. Journaliste et présentatrice télé, merci infiniment. Merci à Dionor, excellent. Merci à Adil. Sur la ville de Villetaneuse, candidat aussi notamment. Merci à Gamal Abina, réalisateur et puis notamment militant extrêmement impliqué dans les questions de société. Et enfin, Philippe Nadji Bouriaki pour l'Europe Écologie, les Verts. Ça ne nous aura pas échappé, évidemment, qui vient de vendre les Verts. Merci. Et Yannick Jadot. À demain pour l'actu, c'est toi. L'été, c'est toi, le best-of. Et lundi, avec autant de plaisir. Prenez soin de vous. Ciao. Retrouvez l'actualité, le grand déballage, tous les jours de 8h à 9h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.